présenter les résultats d'un sondage qu'on a fait au Canada, mais en vous présentant un peu plus les résultats qui sont ressortis pour le Québec par rapport aux perceptions des producteurs et productrices par rapport à l'agriculture durable et au changement climatique. Mais avant d'aller là-dedans, je voulais vous parler un peu de l'organisme pour lequel je travaille maintenant, qui est Fermiers pour la transition climatique. Donc, en tant que productrice, moi, j'avais besoin d'un organisme qui représente et qui est mené par des producteurs, et c'en est un. On est vraiment une coalition nationale qui travaille à l'échelle du pays avec, en fait, on regroupe des organismes. Donc, on travaille avec 29 organismes agricoles qui touchent à peu près 20 000 producteurs de toute taille, tout type de production. Puis, ce qui nous rassemble, tout le monde, c'est la volonté de participer à un développement d'une agriculture durable, à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, puis à augmenter la résilience à la ferme. Chez FTC, on travaille vraiment à deux niveaux. Au niveau politique, le groupe, moi, c'est ma partie. On travaille avec les gouvernements à développer des politiques en matière de climat et d'agriculture qui soutiennent les agriculteurs et les agricultrices. Je vous parlerai un peu de ce qu'on a fait là-dessus, mais on travaille aussi avec les fermes. On a un programme de mentorat pour des fermes résilientes où on travaille vraiment de pair avec les agriculteurs et agricultrices pour les aider à adopter des pratiques à haute résilience et faible émission. Donc, comme je disais, je vais vous présenter un peu ce qui est ressorti d'un sondage qu'on a mené en 2024. Puis, vous pouvez voir le site web là, pour télécharger le rapport complet. Vous aurez les données exactement de ce rapport-là. Ce qu'on voulait faire avec notre étude, c'était vraiment de mieux évaluer les perceptions relatives au changement climatique. Puis peut-être que je vous donne le contexte. Nous, on travaille avec le gouvernement actuel. En fait, on a seulement été fermé en 2021. On est issu d'un organisme qui est là depuis 1945, qui est un des plus vieux organismes au Canada, Sème l'avenir, mais maintenant, on est notre organisme à part entière. Mais où je veux en venir, c'est qu'avec le gouvernement Trudeau, avec le ministre de l'Agriculture et des changements climatiques, il y a eu beaucoup d'avancées, en fait, des avancées sans précédent au Canada par rapport à l'investissement en agriculture pour le développement durable puis la lutte au changement climatique. Cela dit, il y a eu plusieurs réglementations politiques qui ont été mises en place, notamment en termes de la réduction des émissions provenant des fertilisants, qui ont créé, puis la taxe pour le carbone, qui ont créé des réactions vraiment incroyables. Un peu ce que vous disiez, il faut toujours penser dans le développement de politique, comment ça va avoir un écho sur le terrain. Puis ce qu'on voyait, c'est que c'était en train de mettre de la merde, OK? Pour utiliser une citation d'un producteur auquel je parlais récemment. Tout ça pour dire, on voulait mieux évaluer c'est quoi leur perception par rapport au changement climatique, identifier leurs priorités environnementales s'il y en avait, comprendre les besoins, comme Paul mentionnait, là, en termes de soutien pour déployer des pratiques à haute résilience et faible émission, puis informer, le but, c'est d'informer les politiques et la conception de programmes dans le futur. Donc, on a travaillé avec la firme Léger. On a fait un sondage par téléphone avec des listes qui leur appartiennent. Donc, c'était pas les producteurs avec qui on travaille d'habitude. Puis là, je vais le dire producteurs au masculin, mais ça inclut les femmes. C'est juste pour raccourcir la forme. Mais bref, on a mené un sondage entre le 8 août et le 4 septembre par téléphone. Il y a une marge d'erreur de 3,3 19 fois sur 20. Puis vraiment, ce qu'on a... Là, je vous présenterai pas le profil démographique des répondants du Québec, mais en gros, sur les 898 productrices, il y en avait 858 qui ont complété le sondage au complet. Sur ces 858, il y en a 247 qui provenaient du Québec. Donc, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est ce qui est ressorti de leurs données. Puis des fois, je vais mettre des comparatives avec ce qui est ressorti pour le Canada. Donc, pour nous, c'était vraiment important que la première question, elle soit vraiment ouverte. On voulait savoir, les producteurs, productrices, où ils en sont en termes de défis. Quel est le principal défi qu'ils voient pour les prochaines 10 années? Ça nous a vraiment jeté à terre parce que ce qui est ressorti, puis au Québec, c'est vraiment frappant, il y avait 33% qui ont dit les changements climatiques, c'est le défi principal pour la prochaine décennie. Puis si on ajoute ceux qui ont répondu plus spécifiquement, là, la sécheresse ou des événements extrêmes, ça montait à 41%. Donc, c'était vraiment de loin la principale préoccupation ou le principal défi identifié. Au Canada, c'était à peu près la moitié. C'était 17% croyaient que... C'est encore quand même celle qui est ressortie en premier, 17% les changements climatiques. Puis si on ajoute les événements extrêmes, ça montait à 21% pour le Canada, 21%. Ce qui était intéressant aussi au Québec, c'est le deuxième défi principal, c'était la viabilité économique. Puis je reviens, puis je vais probablement me répéter plusieurs fois, mais quelque chose qui devient de plus en plus clair pour nous, c'est que souvent on parle justement des 3 piliers du développement durable, l'agriculture, l'économie,
l'environnement, puis le côté social. Puis on a tendance à penser, pour plusieurs, que c'est trois piliers qui travaillent un peu en sens opposé. Mais le développement durable, c'est où ils se rencontrent dans le milieu. Puis c'est vraiment, justement, en travaillant à la viabilité des fermes, à la résilience climatique des fermes, c'est là que, à s'attaquer aux enjeux d'enjeux sociaux reliés à l'agriculture, c'est là que le développement durable est. Voilà. Mais je voulais juste mentionner aussi, au niveau du Canada, d'autres petites différences. Les changements climatiques, c'était, comme je disais, la première. Les deux autres priorités qui se démarquaient à l'échelle du Canada, c'était le coût des intrants. Donc, ça touche quand même la viabilité économique. Mais l'autre, c'était la peur des règlements. Puis ça, je vais y revenir aussi, c'est vraiment important de penser que une des craintes principales des producteurs, c'est d'être plus restreint dans les actions qu'ils peuvent poser à la ferme, puis souvent en raison des règles environnementales qu'on met en place. Donc, on voulait aussi savoir, au cours des 5 dernières années, est-ce qu'ils ont été touchés par les événements météorologiques extrêmes? En fait, ce qui était frappant, peut-être pas surprenant, mais 76,5 % des répondants ont dit oui, on a eu un impact dans les 5 dernières années. 34 % pour le Québec, 32 % au Québec ont dit oui d'une façon marquée. Puis le reste, c'est d'avoir un impact modéré ou un faible. C'est pas mal comparable. Donc là, à votre gauche, c'est les résultats du Canada, puis à votre droite, c'est les résultats du Québec. C'était quand même assez semblable. On voulait savoir maintenant, si on regarde dans les 5 prochaines années, avez-vous peur? Dans quelle mesure êtes-vous inquiet que les changements climatiques aient un impact sur votre entreprise? Puis encore une là, nous, on a été vraiment frappés du niveau d'inquiétude des producteurs, productrices. C'est des niveaux entre 87 et 95 %, là, ce qui est assez marqué, qui avaient des craintes par rapport à leurs revenus, à leur rendement, que ça va mener à des réglementations plus restrictives. Donc, encore une fois, c'est vraiment important de penser à cet aspect-là. Puis au Québec, même plus qu'au Canada, la santé mentale est sortie comme à 87 % comme un enjeu majeur. Peut-être que c'est parce qu'au Québec, on a la chance d'avoir des organismes qui travaillent en santé mentale, dont au cœur des familles agricoles, Écoute agricole. J'ai été la présidente d'Écoute agricole pendant quelques années d'ailleurs. Mais peu importe, c'est pas rassurant de voir ce niveau d'inquiétude-là. On voulait savoir aussi, si on regarde un peu moins juste les changements climatiques, au niveau des priorités environnementales, qu'est-ce qui se démarquait? Encore une fois, à gauche, vous avez, oui, c'est à votre gauche, hein? C'est les données du Canada, puis à droite, c'est celles du Québec. Mais de façon générale, il y avait un taux d'intérêt très marqué pour les priorités environnementales, notamment la résilience climatique à 91 % presque, la santé des sols, protéger la biodiversité, puis réduire les gaz à effet de serre. Puis en fait, je voulais juste marquer qu'il y a quand même moins d'intérêt pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est peut-être logique. Mais quand on parle de réduction de gaz à effet de serre pour augmenter la résilience, là, il y avait un intérêt encore plus marqué pour ce genre de pratiques-là. Juste à garder en tête, mais il y a beaucoup de pratiques, de programmes à l'échelle fédérale qui ont été développés plus sur, justement, en anglais, le mitigation, réduction de gaz à effet de serre. Puis on voit que si on pouvait miser un peu plus sur les autres aspects, il y aurait une réceptivité encore plus grande à ce genre de programme-là. On se demandait aussi quel genre de pratiques, est-ce qu'il y a des pratiques à haute résilience ou faible émission qui intéressent les producteurs, productrices? Puis encore là, nous, on a été vraiment agréablement surpris de voir qu'il y a plusieurs pratiques qui sont déjà utilisées ou que les producteurs, productrices se disaient intéressés à adopter. Là, c'est peut-être petit. Encore une fois, à droite, c'est celle du Québec. Mais l'amélioration de la gestion de l'azote, le travail réduit du sol, les cultures de couverture, la restauration des espaces fauniques sont des priorités vraiment importantes au Québec, même plus que dans le reste du Canada. Voilà. On parlait tantôt de motivation à adopter des nouvelles pratiques. Effectivement, c'est très clé. Puis on voulait un peu plus pousser aussi cette question-là de façon ouverte pour vraiment avoir le son de cloche réel des gens. Ce qui est ressorti, puis ça touche un peu à ce que vous disiez tantôt, c'était vraiment le côté de rendement, d'amélioration de la productivité
accroître les profits, améliorer la santé du sol. Donc, tout ce qui touchait l'amélioration de la productivité de l'écosystème à la ferme, c'est ça qui fait en sorte que les producteurs et productrices ont tendance à vouloir s'impliquer. Au Québec, je dois quand même souligner que réduire l'empreinte écologique était quand même dans les top 4, je pense. Oui. Mais au Canada, c'est beaucoup plus loin dans la liste. Puis nous, ça nous a rappelé justement, c'était l'importance. On a souvent tendance, il y a beaucoup de programmes et de politiques qui ont été développés au cours des dernières années qui misent sur les atouts environnementaux des pratiques, de l'adoption de pratiques. Puis pour certains producteurs, c'est intéressant, mais pour la majorité, si on veut rejoindre le movable middle, le plus de gens qu'on est capable de convertir, c'est de miser sur vraiment les rendements à la ferme, la résilience à la ferme, c'est ça qui va faire embarquer les gens. Maintenant, pour adopter des bonnes pratiques, celles que je vous ai montrées, de quoi les gens ont besoin, les producteurs, productrices ont besoin. Encore une fois, ce qui est sorti pour nous, c'est qu'il y a une gamme de mesures qui est nécessaire. Je pense que vous en avez parlé tantôt. On a besoin de soutien technique. Paul aussi en a mentionné. Ça, au Québec, c'était la chose numéro 1 qu'on avait besoin. Puis ça peut prendre différentes formes. Ça peut être de l'expert conseil, mais ça peut être aussi beaucoup de peer-to-peer. Je m'excuse, moi aussi, je pense en anglais, là, mais d'apprentissage entre les pairs. C'est vraiment ça qui est important. Les incitatifs financiers, oui, ça peut être des subventions, mais on a besoin on a parlé tantôt de finances, réduire les taux d'intérêt, être créatif dans le genre d'accès aux finances, c'est vraiment très important. D'avoir des outils de gestion des risques. Encore une fois, ça peut être des assurances récoltes, puis il faut en développer pour tous les types de production, à petite échelle, à grande échelle, maraîcher, grande culture. Mais en termes d'outils de gestion, de plus en plus, il y a des pratiques à la ferme de conservation du sol, de ne pas couper une forêt, de ne pas convertir un marais. C'est des genres de pratiques qui peuvent aider à bâtir la résilience des fermes, une politique d'assurance naturelle, si tu veux, par rapport au changement climatique. Puis les producteurs, quand on en parle de cette façon-là, ça trouve écho au niveau des producteurs. Est-ce que je suis correcte dans le temps encore? Oui, OK. On voulait savoir aussi, en termes de soutien technique spécifiquement, où les gens vont trouver leur soutien. Au Québec, encore des petites différences. Ce qui ressortait en premier, c'était vraiment les conseillers en culture agrée ou les agronomes. Puis dans le reste du Canada, c'était vraiment ce qui est ressorti de loin en premier, c'était l'apprentissage entre pairs. Puis je voulais juste le souligner parce que c'est quand même... au Québec, c'est quand même... on est en avance par rapport aux autres provinces, par rapport à avoir des agronomes indépendants, puis ce qui fait en sorte que je pense que les producteurs ont plus tendance à leur faire confiance d'ailleurs. Nous, ce qui nous avait marqué initialement, c'est à quel point le gouvernement et les chercheurs universitaires étaient... très faible dans le pointage, mais je pense que ça reflète aussi le fait que il y a eu beaucoup de coupes au niveau des services offerts dans ces deux programmes-là, au niveau du gouvernement et au niveau des universités. Donc, il faut réinvestir. Puis comme Paul disait tantôt, quand il y a des collaborations avec les producteurs, le niveau de confiance ou le niveau d'intérêt à se tourner vers les chercheurs et le gouvernement augmente. Donc, la collaboration est vraiment clé. Je pense que les producteurs ont juste peur qu'ils se fassent imposer des programmes qui sont dessinés à Ottawa et ou pensés par des gens en vase clos. Mais quand on leur montre que ce n'est pas le cas, ils sont vraiment intéressés. Donc, bref, c'est ça qui est ressorti pour nous du sondage. On avait d'autres questions, mais je vous ai présenté celles qui sont les principales pour nous. En résumé, en termes de perception, les changements climatiques sont vraiment perçus comme le plus grand défi pour la prochaine décennie au Québec et au Canada, ce qui est vraiment marquant. Donc, il faut s'attaquer à cet enjeu-là, malgré le fait qu'il y a beaucoup de résistance, des fois quand on parle de changement climatique. Puis là, un aspect que je n'ai pas mentionné, des fois de la façon dont on en parle, de parler justement, dans les prairies en particulier, de parler d'événements météorologiques extrêmes, ça passe mieux que dire le mot changement climatique. Ne parlez pas de taxe carbone dans les prairies, vous allez vous faire fusiller sur place. Donc, des apprentissages comme ça, le langage est important, puis la régionalité, comme disait Paul, c'est vraiment important. Les priorités environnementales au Québec, en fait, au Canada, c'était les sols, la santé des sols et la résilience climatique. Au Québec, c'est la résilience climatique en première, mais ces deux-là sont intimement liés. Les programmes et les politiques, pour nous, c'est vraiment ce qui ressortait encore. Les producteurs, vous le savez tous, ont tendance à vouloir imiter ou faire à la ferme ce qu'ils voient qui fonctionne ailleurs. Ils font beaucoup confiance aux agronomes, mais aussi à leurs pairs. Donc, de miser sur des pratiques qui sont déjà en place, déjà existantes, qui voient qui marchent, puis des pratiques pour lesquelles il y a là, je pense en anglais, il y a un business case, là. On peut montrer qu'il y a des retombées. C'est vraiment important.
encore une fois, sans nier le fait qu'il y a des bénéfices environnementaux, parce que pour certains, ça va être important, mais de mettre de l'avant les bénéfices en termes de productivité, en termes de retombées économiques d'abord, c'est vraiment une façon d'aller chercher les producteurs. Puis encore une fois, ce qui est clé, puis qui est encore manquant au niveau fédéral, en agriculture, je dirais, là, avoir une plus grande gamme de soutien de mesures. Les producteurs, productrices, j'en reparlais, la viabilité économique, c'est vraiment un enjeu aussi important présentement. Il y en a beaucoup qui ont de la misère. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression farmers can be green when they're in the red. Les fermiers ne peuvent pas être verts quand ils sont dans le rouge. De plus en plus, les producteurs comprennent les producteurs ne peuvent pas être verts sans être verts, mais pour être verts dans un monde économique difficile, ils ont besoin de soutien, puis ils ont besoin de soutien financier, économique et autres. Ah oui, puis je vais juste vous redire c'est le lien pour notre sondage si vous le voulez. Si j'ai encore 2 minutes, je vais vous juste parler où on est en agriculture durable au Canada. Il y a une étude là, de RBC qui avait montré justement mais ça avait été fait en 2021. Depuis, il y a eu beaucoup d'investissements au Canada, mais on a un retard très grand par rapport à nos compétiteurs. Là, on peut dire, avec Trump qui est en train de couper à la hache aux États-Unis dans les programmes, peut-être que cet écart-là va se fermer. Mais peu importe, ce qui est important à se rappeler, c'est qu'on a quand même une longueur de retard, mais il faut le mentionner, 1,5, en fait maintenant c'est 1,8 milliard de dollars qui a été investi en agriculture, en changement climatique sous le gouvernement actuel, puis c'est des programmes qui doivent continuer. D'ailleurs, aux États-Unis, présentement, il y a des producteurs républicains, de producteurs de soya, qui sont vraiment en train de bâtir un peu une révolution contre les coupes dans les programmes d'adaptation au changement climatique aux États-Unis. Puis quand on parle justement dans le contexte actuel où tout devient à propos de Trump, des disputes tarifaires et autres, est-ce que la résilience climatique est importante? Bien, je pense que vous en parliez aussi tantôt. Pour nous, c'est oui, plus que jamais, il faut redoubler d'efforts. Let's double down. Parce que c'est vraiment au cœur de notre stabilité économique. On ne contrôle pas de moins en moins l'économie mondiale. Les changements climatiques, ils nous happent de plein fouet en tant que producteurs, productrices. Si on est capable de bâtir notre résilience climatique, on peut s'assurer d'avoir une meilleure stabilité économique, on peut s'assurer d'avoir des fermes demain, on peut s'assurer d'avoir une meilleure autonomie alimentaire au niveau du Canada. En termes de diversification des marchés, c'est peut-être la clé pour diversifier nos marchés en Europe, dans d'autres pays où l'agriculture durable est importante. Puis la 2 dernières choses que je veux dire, c'est en termes d'investissement, plus on investit maintenant, moins ça va être cher. Puis il y a déjà plusieurs chiffres qui le montrent. Il y a une étude qui avait été faite qui montrait que pour chaque dollar en résilience, ça c'est dans tous les secteurs confondus, là, mais ça donne en général 13 à 15 dollars de bénéfices. Donc c'est vraiment le retour sur l'investissement en vaut la peine si on investit maintenant. Puis, parlant d'inaction coûteuse, j'avais quelques stats, là, mais en Alberta, juste l'été passé, en raison de la sécheresse, le gouvernement, la province a dépensé 1,6 milliard de plus que prévu. Donc, on est en train de le payer, cet argent-là, mais si on est capable de le réinvestir à bâtir notre résilience, on va toujours avoir des imprévus, puis il va y avoir des choses qu'on ne contrôle pas, comme des inondations, peu importe, mais si on est capable de bâtir notre résilience, on est capable de diminuer les coûts qu'on va devoir payer.